Désormais, les secteurs fonciers de la République démocratique du Congo peuvent compter avec la stratégie nationale d'engagement, une plateforme multi-acteurs consacrée par les parties prenantes réunies à Kinshasa le 20 avril. On peut affirmer que la plateforme de la SNE existe, qui d'ailleurs s'appelle la plateforme des acteurs congolais pour l'accès à la terre. Alors, ces acteurs, depuis toujours, ils ont avancé avec la stratégie nationale d'engagement, avec notre objectif et les résultats que nous avons planifiés, changement de pratique et changement de politique. Aujourd'hui, ils n'ont fait que formaliser au fait cet engagement en ayant part à un renforcement sur les moyens de la gouvernance de cette plateforme qui est différente des autres plateformes en RDC et également sur les principes et les valeurs qui vont guider le travail ensemble. Cette structure qui a réuni des acteurs privés, les partenaires techniques et financiers, les acteurs étatiques et ceux de la société civile se veut un cadre de concertation sur les questions spécifiques du foncier dans tout le secteur de la vie. Cette action ne sera pas isolée pour les membres de la société civile uniquement, mais à nos côtés, nous serons obligés de marcher côte à côte dans une même vision sur les questions foncières avec les personnes qui sont à charge de questions foncières au niveau de notre pays, notamment ceux qui s'épanchent sur l'aménagement du territoire, ceux qui sont en plein travail sur la réforme foncière, notamment le CONAREF, le service technique étatique. Donc ensemble, nous aurons quand même avoir une seule voix au lieu de travailler en ordre dispersé. Pour les partenaires techniques et financiers, la SNE se présente aujourd'hui comme une interlocutrice valable. À travers cette plateforme, il sera donc facile de partager des informations et autres données restées souvent inaccessibles. L'un des problèmes les plus sensés, c'est l'accès aux fonciers. Donc cette plateforme, dans le cadre de cette stratégie nationale, sera un réceptacle des problèmes, mais aussi un lieu où les solutions effectivement se verront identifiées. La plateforme pourra aider à ce que l'information soit obtenue par les acteurs, qui sont les couches les plus vulnérables, dont les autochtones et les femmes et les jeunes, à travers la plateforme. Et à partir de ce moment, dès que la fuite de l'information est obtenue par la plateforme, bien sûr, ceux qui pensent qu'effectivement il y a les procédures qui sont assez longues se verront effectivement avoir l'accès à l'information et aller vers l'information pour bénéficier des appuis de nos projets sur le terrain. Notons par ailleurs qu'après cette étape de la concertation, les plateformes d'adhésion à cette plateforme restent tout de même ouvertes à tous les acteurs intéressés par les questions foncières en République démocratique du Congo. En dépit des polémiques et controverses que le vaccin AstraZeneca a suscité à travers le monde autour de ses effets secondaires, les autorités congolaises ont fini par donner les feux verts pour la vaccination. D'après les chiffres du secrétariat de la riposte contre la COVID-19 de la RDC, 96 personnes ont été vaccinées ces premiers jours. Dans les rangs des premiers bénéficiaires figurent l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Chantenier, et le coordonnateur des affaires humanitaires des Nations Unies à RDC, David McLachlan-Carr, qui se sont tour à tour fait vacciner à côté du ministre sortant de la Santé, Eteni Longondo. En ce premier jour de vaccination, nous avons déjà beaucoup de candidats. Malgré le fait que ce premier jour devait se passer uniquement avec des rendez-vous pour éviter que les personnes ne viennent s'embouteiller ou qu'il y ait trop de candidats en même temps, on a pu voir malgré tout des patients arriver sans rendez-vous que nous avons pu reprogrammer, avec un intérêt manifeste pour la vaccination, beaucoup de questions à poser, mais déjà une volonté claire et affichée de pouvoir bénéficier des vaccins mis en place par le programme élargi de vaccination. En ces premiers jours de vaccination, les médecins directeurs de l'hôpital, le professeur Jean-Robert Makulo Rissassi, étaient les premiers Congolais à prêcher l'exemple. Pour lui, cet acte d'engagement est motivé sur les faits qu'il est de son devoir en tant que médecin de mettre tous les moyens en œuvre pour éviter la troisième vague du virus sur les sols du Congo. C'est un vaccin qui est parfaitement étudié, qui a passé les différents tests. Comme tout produit, comme tout médicament, comme tout vaccin, on n'est jamais bien évidemment à l'abri
peut-être d'un effet secondaire ou d'un effet indésirable, mais le bénéfice est largement supérieur au petit risque qui pourrait se passer. J'encourage toutes les personnes qui rentrent dans le cadre des critères définis par le ministère, par le PEV et par les autorités sanitaires du pays à se faire vacciner. Ces lots étant préposés à l'hôpital général des références de Kinkole. Un deuxième lot de 4 300 000 doses de vaccins est attendu dans les prochains jours pour couvrir les 20% de la population ciblée d'ici à 2021, expliquaient les autorités. La première phase d'approvisionnement cible les 3 497 902 personnes. La seconde phase d'approvisionnement devra couvrir 19 693 173 personnes dans les 26 provinces, soit 17% de la population. Le besoin total des doses pour atteindre ces chiffres est estimé à 48 823 470 doses selon les programmes élargis de vaccination PEV. Plus ou moins 16 millions de personnes âgées de 9 mois à 60 ans sont attendues dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Cette campagne démarre le 26 avril 2021 dans le parti nord de la République démocratique du Congo, selon l'annonce faite par le Dr Aimé Sikomola, directeur national adjoint du programme élargi de vaccination PEV. Il est vraiment demandé à la population de savoir que chaque fois quand il y a un cas suspect, n'est-ce pas, de la fièvre jaune, sur base des signes, de la maladie, et il faudrait faire par tous les moyens pour orienter la personne vers les centres de santé les plus proches. Parmi les villes visées dans le cadre de cette campagne de vaccination figurent Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la province du Bazouélé, province du Haut-Ouélé, de la Mongala, de la Chouapa, de la Chopo, du Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. En dehors de cette vaccination de masse, parce que ça a été fait parce qu'on était dans l'épidémie, il y a la vaccination de routine pour les enfants de moins d'une année. Il y a un calendrier vaccinal qui est recommandé à tout parent par rapport à cela. Donc, au niveau des centres de santé, il y a la vaccination qui s'est fait pour les enfants de moins d'une année. Et c'est à 9 mois que l'enfant reçoit ces vaccins anti-amaril. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, on demande à la population de pouvoir débroussailler les alentours de sa parcelle et éviter de laisser de l'eau stagner autour de votre ménage. Et également, en ce qui concerne par exemple l'eau de boisson, la conservation de l'eau, il faut tout faire pour pouvoir, couvrir l'eau qu'on garde au niveau de la maison. Cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui sera lancée le 26 avril prochain est une campagne préventive à en croire le docteur. La RDC demeure un pays à risque au regard de l'épidémie de fièvre jaune. Selon le docteur national adjoint du PEV, à cause de son écosystème favorable et de la présence des moustiques du genre Aedes. La fièvre jaune est une maladie virale qui sévit dans le région tropicale d'Afrique et des Amériques. Elle touche principalement l'être humain et le singe et se transmet par la piqûre des moustiques Aedes. D'où la nécessité de soigner son environnement, de dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides et de se faire vacciner pour se prévenir contre cette maladie. Au regard du grand potentiel environnemental et climatique que représente la RDC, la nouvelle vice-premier ministre et ministre de l'Environnement se rendra en évidence d'énormes défis qui l'attendent dans ce secteur. Le nouveau locataire du ministère de l'Environnement et du Développement durable devra premièrement parfaire les travaux déjà amorcés par ses prédécesseurs pour doter la République démocratique du Congo de sa politique environnementale nationale. Les grands défis qu'attend maintenant Madame la ministre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Bazaïba, c'est la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Donc la gestion calamiteuse incertifiée au niveau de la RDC. La société civile a toujours décrié la gestion calamiteuse des ressources forestières en RDC. L'administration fait un effort, la société civile fait un effort, mais les politiques vraiment nous font défaut.
nous osons croire qu'avec l'arrivée de Mme Bazaïba, elle va parler même langage avec l'administration forestière qui milite pour la gouvernance des ressources forestières en RDC et accompagnée par la société civile qui milite, qui accompagne le gouvernement, c'est-à-dire l'administration forestière, pour la gouvernance des ressources forestières en RDC. Il faut nécessairement faire un audit des PIRED, tous les programmes intégrés de la RED en RDC. Il faut faire un audit de ces PIRED pour essayer d'évaluer les niveaux de la gouvernance. En fait, il faut tenir compte des droits des communautés locales et peuples autochtones en rapport avec l'exploitation forestière en RDC. Voici autant de défis que nous attendons à l'endroit de Mme Bazaïba, Eve Bazaïba, que nous avons vu à l'œuvre au niveau de Bassoko. Pour certains acteurs et activistes de l'environnement, rien ne sera comme avant si la ministre issue d'une obédience politique n'écoute pas les parties prenantes qui sont l'administration du ministère de l'Environnement, les secteurs privés forestiers, la société civile, environnementale, le peuple autochtone, les communautés locales et les partenaires. Nous voulons que les nouveaux ministres puissent travailler durement pour enlever un peu les petites défaillances que les autres ministres ont fait au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a notamment le problème de violation des textes de base, en tout cas régissant la gestion durable des ressources naturelles. Nous sommes très frustrés lorsque l'environnement est détruit et que l'exploitation forestière ne se réalise pas dans les normes. Et que nous voulons vraiment que son arrivée puisse donner un peu un goût pour tenir compte de tous ces aspects-là. Parce que la gestion durable des forêts, ça doit se faire sur base du respect des lois et des principes aussi. Et que je crois que l'arrivée de cette autorité au niveau du ministère de l'Environnement, ça va changer beaucoup de choses. Coffre-fort de la biodiversité mondiale et régulateur du climat subsaharien, la RDC représente 7% du potentiel RED. Eve Bazaïba aura la tâche de matérialiser la vision du chef de l'État qui visiblement accorde une importance capitale au secteur de l'environnement. C'est déjà pour demain, jeudi 22 avril, que va se tenir les sommets virtuels sur le climat à Washington. Cette réunion est organisée par Joe Biden, le président des États-Unis. Les locataires de la Maison-Blanche attendent réunir une quarantaine de dirigeants internationaux afin d'intégrer les questions environnementales dans la réglementation du commerce international. Les premiers jours de ce sommet coïncident avec la journée de la Terre. Une journée de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'objectif fixé est de réduire de 45% les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Cet engagement de réunir les États sur le climat marque le retour des États-Unis en première ligne de la table de négociation sur les questions cruciales de l'équilibre des écosystèmes afin de combler aussitôt le vide de l'absence des États-Unis pendant le mandat du président Donald Trump. Parmi ces dirigeants figurent Vladimir Poutine, Xi Jinping et le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'approche du sommet international et en guise de soutien, Apple, Google et Facebook ont fait des annonces pour lutter contre les changements climatiques. Les fabricants de l'iPhone ont doté un nouveau fonds de 200 millions de dollars à cette lutte. Restore Fund a investi dans les projets forestiers et Facebook a rejoint les clubs des entreprises qui utilisent 100% d'énergie renouvelable. Le forage d'eau, une chance pour la République démocratique du Congo. Le manque d'eau potable est visible pour la majeure partie de la population congolaise. Cette réalité est aussi bien en milieu rural qu'en ville où le robinet s'assèche parfois de bonnes semaines. Par conséquent, les foyers vivent sans eau.
Depuis plus d'une décennie, le salut vient de puits de forage, une pratique très répandue dans la ville. Pour ce faire, le particulier ou groupe d'individus s'unissent pour creuser des forages manuels et artisanaux, question de se garantir en eau. Selon les quartiers et le niveau de vie, cette eau devient parfois unique pour la boisson et autres travaux ménagers, et sa qualité ne peut se vérifier. Un véritable débris comme on peut. Nous pouvons toutefois constater que depuis l'eau potable s'est fait rare et étrangère pour plus d'un Congolais, les forages d'eau ont également généré un véritable business. Le risque enregistré est la maladie, du fait que cette eau n'est pas traitée, car cette eau superficielle est facilement souillée, non seulement exposée aux éboulements et érosions, mais aussi ces puits sont suspects en cas d'épidémie d'être le vecteur de maladie.